Bonjour André-Jacques Holbeck. Bonjour Yves. Bienvenue dans notre beau pays gapençais. Et on va parler aujourd'hui de votre nouveau livre, La dette publique, une affaire rentable. Alors pourquoi une affaire rentable alors qu'on nous rabat les oreilles avec la dette publique, on nous culpabilise, on nous dit qu'elle est énorme, qu'elle pèse? Alors effectivement, la dette publique pèse. Elle représente à l'heure actuelle 1200 milliards d'euros cumulés. Et donc, effectivement, chacun des Français paye sa petite quote-part ou sa grosse quote-part, suivant, pour rembourser ne serait-ce que les intérêts de la dette. Parce que de toute façon, depuis 1980, la dette est passée de 216 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros actuellement. Donc en fait, on ne rembourse pas la dette, on rembourse tous les ans des intérêts de la dette. Qui s'élève à combien annuellement? Qui s'élève, alors c'est plus amusant d'y penser journellement, c'est à peu près 110 millions d'euros par jour. 110 millions d'euros par jour, ça représente déjà quelques belles villas sur la Côte d'Azur tous les jours. Et cumulé sur 30 ans, depuis cumulé sur 30 des ans, années 70. Alors depuis 1980, on a payé en valeur euro 2006, nous avons payé 1142 milliards d'euros d'intérêts. Uniquement les intérêts. Uniquement les intérêts. Pendant ce temps-là, la dette donc a augmenté de, si je me souviens bien, 913 milliards d'euros. Et alors pourquoi tout à coup, depuis la fin des années 70, elle a augmenté comme ça? Alors, avant les années 70, on n'avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette. De temps en temps, l'État faisait des appels à la Banque de France pour couvrir des besoins immédiats. Il remboursait ou il remboursait pas de la Banque de France, mais ça n'avait strictement aucune espèce d'importance. Il n'y avait pas de dette. La dette a commencé à prendre un peu d'ampleur à partir de 1973, puisque la loi du 4 janvier 1973 auto-interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France. Alors cette loi qui a été émise lorsque Pompidou était président de la République, lorsque Giscard était ministre des Finances, cette loi a été émise, elle a été après entérinée par le traité de Maastricht en 1992, donc traité de Maastricht qui interdit aux États européens, donc à chacun des États, d'emprunter auprès de leur banque centrale nationale ou auprès de la Banque centrale européenne. Ça veut dire que pour mener à bien leur politique, comment ils font les États alors? Alors les États ont été obligés pour mener à bien leur politique d'investissement d'ailleurs, ce n'est pas seulement du fonctionnement, c'est aussi beaucoup d'investissement. Dans mon livre, j'explique on donne les chiffres, que les investissements correspondent annuellement à l'ensemble des emprunts. Donc en fait, certains disent que c'est pour payer le fonctionnement, c'est-à-dire les fonctionnaires. Moi je dis, on peut pas savoir si c'est pour payer les fonctionnaires ou si c'est pour payer la fabrication d'un pont, d'une route, d'un port, d'un aéroport ou autre chose, d'une école ou d'un hôpital. On n'a pas la possibilité de différencier. On sait qu'on emprunte à peu près 50 milliards d'euros par an sur les marchés financiers et que ces 50 milliards d'euros correspondent à peu près aux intérêts de la dette. Aux intérêts de la dette, mais ça correspond aussi à l'augmentation de la richesse de la France par la formation de ce qu'on appelle le capital brut, par la formation des équipements qui nous permettent de vivre confortablement en France, parce que c'est quand même un peu le cas. Donc nous essayons avec Philippe de Rudder d'expliquer dans ce livre pourquoi cette dette qui s'est amplifiée au fil des années, pourquoi cette dette existe. Alors, donc ce livre est organisé en 3 parties en fait. Il y a une première partie, on ne peut pas comprendre le problème de la dette sans comprendre la création monétaire. Oui, alors il y a encore beaucoup de gens qui pensent que pour émettre de la monnaie, il faut avoir une contrepartie en or. Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut une contrepartie en or, il y en a d'autres qui pensent que c'est l'État qui émet la monnaie, il y en a d'autres qui pensent que c'est la Banque de France, il y en a d'autres qui pensent que c'est la Banque Centrale Européenne. Ou que les banques doivent avoir une contrepartie en dépôt. Ou que les banques... Donc tout ça sont des idées erronées. Alors il y a beaucoup d'idées erronées, on rentre un peu dans le détail dans ce livre. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que depuis 1971... époque où le dollar a été découplé d'une quelconque valeur métallique. C'était l'or à l'époque, 25, on se souvient du dollar, 25 dollars, 25 onces d'or. Depuis cette époque-là, toutes les monnaies du monde sont découplées d'une contre-valeur métallique. Enfin, toutes les monnaies du monde libre, quelles qu'elles soient, sont découplées d'une valeur métallique. C'est-à-dire qu'en fait, l'or est devenu une marchandise comme les autres, qui se traite sur les marchés comme les autres, mais il n'y a plus aucune monnaie qui
qui est gagée sur l'or. La monnaie n'est pas gagée sur l'or, même s'il reste quelques milliers de tonnes d'or dans la Banque de France. L'or, c'est arbitraire. Alors, la monnaie, en fait, c'est un crédit. C'est faire crédit à quelqu'un. Et donc, les banques qui sont les seules autorisées à émettre de la monnaie font crédit sur une demande de crédit. En fait, la banque est créatrice de monnaie sur la demande d'un agent non bancaire, ce qu'on appelle un agent non financier. Lorsqu'un agent non financier, une entreprise, un ménage ou un État, à la limite, demande à une banque commerciale d'émettre de la monnaie, offre en échange des garanties, qui peuvent être une hypothèque, un nantissement, une assurance, une caution de la belle-mère, enfin tout ce qu'on veut. Ils offrent en échange une garantie, et cette garantie permet à la banque de créer la monnaie. Alors créer, c'est bien, on utilise bien le terme créer, c'est-à-dire tirer du néant. Les banques tirent du néant, et certains utilisent le terme ex nihilo. Créer ex nihilo, c'est dire deux fois la même chose. Oui. Les banques créent la monnaie à partir d'une simple opération comptable, c'est-à-dire en créditant un compte bancaire, et à partir de ce compte bancaire, on peut aller payer d'autres fournisseurs, etc., etc. C'est de la monnaie qui existe. Seulement, cette monnaie va devoir être remboursée à un moment ou à un autre, parce que sinon c'est la banque qui va devoir le payer de sa poche. Cette monnaie va devoir être remboursée, mais elle va devoir être remboursée avec des intérêts, puisque c'est une entreprise privée qui émet la monnaie. Et cette monnaie ne tombe pas, bien sûr, dans l'escarcelle de la population, elle tombe dans l'escarcelle, évidemment, de la banque qui a émis la monnaie. Alors, pour être très précis, c'est quelle sorte de banques qui peuvent créer de la monnaie? Alors, ce sont toutes les banques, tout ce qu'on appelle les établissements financiers qui ont le droit d'émettre du crédit. Mais pas les banques centrales? Alors, les banques centrales, alors là, on rentre un tout petit peu dans le détail. Les banques centrales émettent de la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie de l'agrégat M0. C'est-à-dire que les banques centrales émettent d'une part la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets dont on a besoin dans l'économie pour faire les achats en espèces ou autre chose, et dont les banques commerciales sont obligées, doivent procurer à leurs clients. Et d'autre part, les banques centrales émettent ce qu'on appelle aussi la monnaie centrale. La monnaie fiduciaire est aussi la monnaie centrale, mais émettent une monnaie scripturale centrale, qui est la monnaie d'échange entre banques pour les compensations, par exemple des chèques ou autre chose. D'accord. Donc c'est un rôle assez limité, finalement. C'est un rôle assez limité. Les banques centrales émettent la monnaie des banques. On peut appeler ça comme ça. Et les banques commerciales émettent la monnaie de tout le monde. Voilà. Donc en fait, les banques émettent la monnaie, elles se font rembourser et elles perçoivent les intérêts. Elles émettent la monnaie à partir de rien. C'est comme une licence gratuite en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'État, qui normalement devrait émettre la monnaie, il est obligé de payer des intérêts sur sa propre monnaie. J'ai bien compris. Alors dans le cas de la dette, effectivement, l'État qui a besoin d'emprunter, puisque depuis 1973, l'État, je parle de la France, ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire la Banque nationale. Il faut quand même savoir que la Banque centrale, c'est une entité qui appartient totalement à l'État. 100%. Les actions de la Banque centrale sont des actions de l'État. Alors, c'est une entité qui appartient complètement à l'État, mais cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire. Disons-le comme ça. On est en plein paradoxe. On est en plein paradoxe. Cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire, donc l'État, lorsqu'il a besoin de financer un certain nombre de besoins, d'équipements, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, ou pour faire des liens sur des périodes courtes, est obligé d'emprunter sur le marché financier. Le marché financier, bien évidemment, c'est à l'origine de l'argent émis par les banques, qui a été épargné par des épargnants, quels qu'ils soient, qui est placé dans des compagnies d'assurance, et ces compagnies d'assurance achètent des OAT, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps des bons